Ah, c'est bon. Autour de la construction d'une roadmap data, donc j'ai la chance aujourd'hui donc d'être avec Antoine. Antoine, peut-être si tu peux te présenter? Ouais, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc je m'appelle Antoine, ça va faire 6 ans maintenant que je travaille chez Limpida, 2 ans et demi que je me trouve à la tête de notre équipe consulting, dont le rôle c'est justement d'accompagner nos clients dans leurs projets data divers et variés. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et moi-même, donc Marie Devrotte, responsable marketing chez Limpida. Donc ça va faire 1 an et demi que j'ai rejoint les équipes, mais ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le milieu de la data. Alors, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, parler de méthode, parler d'exemple, excuse-moi, d'exemple, peut-être si on peut revenir sur ce que c'est une roadmap data, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir si vous avez des questions en levant la petite main qui se trouve juste en bas de votre bureau. Donc qu'est-ce qu'une roadmap data? Comme l'a introduit Marie, d'ailleurs merci, parlons déjà du sujet de façon très globale. Donc il s'agit d'un plan stratégique dont le but c'est justement de structurer sa stratégie de gestion d'exploitation des données. Pourquoi? Parce que le but à la fin, ce sera quand même de créer de la valeur. Donc, il est important qu'on le fasse de façon structurée, organisée, parce que afin de créer de la valeur, ça demande souvent de l'investissement, et donc on va essayer de s'assurer que nos investissements soient le mieux utilisés possible. Deuxième sujet, également, une stratégie data s'inscrit pleinement dans la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que elle est là pour soutenir et faciliter l'atteinte des objectifs stratégiques. Donc, quels sont les volets importants afin de réussir? C'est dans un premier temps d'identifier et de bien impliquer les acteurs nécessaires, donc tant à la construction de la roadmap data, mais aussi à son exécution. Donc il y a des personnes qui vont participer aux deux parties, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il est important également d'identifier les process à mettre en place, de façon à ce que justement le process soit correctement gouverné et qu'on soit toujours certain de garder l'alignement avec les objectifs stratégiques. On va également identifier les technologies nécessaires qui vont nous permettre de collecter, traiter, analyser, tout simplement gérer nos données. Donc, on ne peut pas travailler la data sans équipement technologique. Selon les cas de figure, il y aura plus ou moins d'outils différents, ça dépendra du cas de chacun. Et il sera important également de faire le tri dans les datas, puisqu'il va y en avoir qui ont un lien direct avec nos objectifs stratégiques et d'autres qui sont, on va dire, toujours importantes, mais un peu moins cruciales pour le succès. Super, merci beaucoup Antoine. Et peut-être avant de rentrer sur les différents chantiers de cette feuille de route, revenir sur quand est-ce qu'on la met en place, parce que j'imagine que c'est pas tous les mois qu'elle est revue. Est-ce que tu as des tips là-dessus? Bien sûr. Donc déjà, principalement cette revue stratégique, alors elle peut être faite régulièrement, tous les mois ça peut être un peu lourd, sauf si on se trouve en forte période de transformation, mais idéalement c'est un process qui ne s'arrête jamais. Maintenant par contre, pour qu'un process ne s'arrête jamais, il faut bien le commencer un jour, et donc il y a quand même quelques événements dans la vie d'une entreprise qui peuvent, on va dire, induire la nécessité ou la volonté, ça dépend de comment on voit le sujet, de structurer sa démarche data. Donc, si j'ai envie typiquement on va dire, démarrer une phase de transformation digitale, et ben en fait, ce sera le bon moment pour démarrer également avec une structure sous forme de roadmap, puisque ça va me permettre dès le début d'aligner les priorités, éviter aussi que mes équipes se dispersent et engager idéalement dès le début tout le monde. Et donc là, on peut carrément voir la roadmap aussi comme un événement kick-off, c'est-à-dire faire en sorte de dire, aujourd'hui, on se considère trop petit digital. L'objectif, c'est de le devenir de plus en plus, et on vous présente la feuille de route qui va nous permettre d'y arriver. On peut Hmm. également faire face à des enjeux complexes, des défis nouveaux, peut-être même un nouveau concurrent qui apparaît, qui est plus digital que nous-mêmes. Ça peut être aussi un moment où la digitalisation et donc une roadmap data peuvent nous permettre soit de développer des nouveaux produits, soit de gagner en efficacité, globalement nous permettre justement de rester compétitifs. Et ça s'applique davantage à des sociétés jeunes où en fait on est souvent dans des situations avec relativement peu de structure au début puisque ça grossit de partout. Et là les commandes explosent. Comment est-ce qu'on s'organise pour mieux gérer sans devoir recruter 15 personnes de plus, ce qui déjà est dur à gérer et souvent financièrement avec un impact pas neutre. On peut également être dans une situation où la maturité ne fait que monter progressivement et au bout d'un moment, on a ouvert tellement de boîtes, tellement de sujets que
que ça finit par fusiller dans tous les sens et on est dans un manque de structure. Et donc, induire une roadmap data, ça peut être aussi une façon de rattraper le coup et de doucement, on va dire, recréer aussi un cadre plus compréhensif, tout comme ça nous permet à l'inverse également, par le process de la réaliser, de éventuellement casser des silos entre IT, métier data également. Pourquoi? Parce que créer une roadmap stratégique, c'est toujours un moment d'échange, c'est toujours aussi un moment où j'ai besoin de mettre les différents acteurs autour d'une même table. Et donc, ça peut être également un outil pour justement faciliter le dialogue entre des équipes différentes. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine. N'hésitez pas hein, à poser vos questions. Ok. Et du coup, maintenant, si on parle de chantier, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en priorité? Alors, je pense que il n'y a pas tant de priorité qu'un ordre quelque part. Donc, on commence à gauche, on finit à droite. Ça, c'est grand classique. Où le début, c'est justement l'instruction. Donc, il s'agira de comprendre quel est l'usage final, puisque tout ce qu'on fait, surtout dans le monde de la data, on le fait pas pour la beauté de l'outil qui en sort, on le fait justement pour servir un besoin métier qui soit création de nouveaux produits, qui sera détection de nouveaux clients ou tout simplement gain en efficacité. S'il n'y a pas d'enjeu métier derrière, il faut se poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose de le faire ou pas? Et donc, dans un premier temps, on va définir une vision et des objectifs qui vont se poser justement sur l'usage final des données. Je peux reprendre un exemple un peu différent, par exemple dans le monde industriel. C'est quelque chose qui est en route depuis quelques années. Bah, beaucoup de sociétés se servent de la quantité abondante de données pour aussi rentrer dans des logiques de maintenance prédictive, où là, quelque part, on a le lien direct puisque ça va nous générer en l'occurrence des économies dès la bonne mise en place. Une fois qu'on a défini donc les visions, les objectifs, on va rentrer dans une logique de cas d'usage, puisque là, donc là, à nouveau, la roadmap data, elle peut se définir sur 2, 3, 4, 5 ans sans aucun problème. En revanche, ce qui sera toujours important pour garder l'engagement et des sponsors et de nos collègues, c'est aussi d'être dans une logique de livraison. C'est-à-dire de montrer également que les démarches entreprises sont quelque chose qui ont un réel impact, sont concrètes et nous font avancer. Donc, on va collecter des cas d'usage et idéalement essayer de les traiter un par un du moyen petit vers le plus grand critique, de façon aussi à être dans une logique itérative où en fait à chaque fois qu'on a réalisé un cas d'usage, on profite des retours et de ce qui a peut-être moins bien marché, de façon à mieux attaquer le suivant. Et donc comme ça nous permet dans un premier temps d'avoir une feuille de route avec des étapes tangibles, puisque j'aurai une étape à chaque fois que j'ai un cas d'usage réalisé, implémenté, et ça nous permet également de montrer aux différentes parties prenantes que justement, c'est pas juste un beau slide, un ensemble de d'images, c'est une démarche qui se concrétise à la fois rapidement, mais surtout avec des résultats tangibles. Sur toute la phase de mise en œuvre, on va évidemment avoir besoin d'étoffer davantage notre data management, puisque le premier cas d'usage, il sera seul, entre guillemets. Donc, il y aura un petit volet data management. Par contre, plus je les empile et plus je les connecte entre eux, je vais avoir besoin d'accentuer davantage ma gouvernance et l'architecture data devra évidemment suivre également. La bonne nouvelle, c'est que de nos jours, si on a la capacité de faire du cloud, on est dans une situation où c'est par nature élastique. Donc, on n'a pas besoin d'acheter dès le début pour dans 5 ans, on peut tout simplement faire grossir son architecture au fur et à mesure de l'évolution. Et à ne pas oublier, on a évidemment un volet organisation, change management, qui va nous accompagner sur toute la durée et de la création de la roadmap et aussi de son implémentation, de façon à nouveau à engager nos collègues, faire en sorte que ce que l'on produit soit adopté, utilisé. Et on termine, mais pareil, on termine tout en le faisant en permanence par une logique de monitoring où le but, c'est justement déjà d'observer la qualité de nos données, parce que ça se dégrade, ça s'améliore. Déjà, ce serait le constat, j'ai envie de dire, le plus simple, mais surtout aussi être dans un audit régulier. Est-ce que ce qu'on est en train de faire correspond toujours aux objectifs initialement définis? Si oui, très bien. Sinon, est-ce que l'objectif a évolué et dans ce cas-là, il faut qu'on adapte notre démarche ou est-ce que on est tout simplement en train de créer l'écart entre la volonté initiale et ce qu'on est en train de faire? Très clair, merci beaucoup. Et du coup, de ce que je comprends, c'est vraiment une démarche itérative où on commence par un premier cas d'usage assez simple pour redémontrer du ROI et petit à petit, Hmm. on étend. Ok, merci beaucoup Antoine. Si on revient sur cette partie vision, Mhm. cible à atteindre, quelles sont les questions qu'on va devoir se poser pour la définir?
Alors la vision justement, c'est quelque part ce qui va nous donner le pôle nord qu'on cherche. Donc vous le voyez bien dans l'image, hein, elle regarde au loin, mais elle sait où est-ce qu'elle regarde. Et donc, dans les questions importantes à nous poser, c'est déjà quel est notre degré de maturité. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, la donnée, c'est un simple concept, on ne sait pas ce que c'est, et en réalité, en dehors du Excel, on s'en sert quasiment pas, ou est-ce qu'on est déjà très très rodé, il y a plein de process, des responsabilités, et quelque part, on est déjà suffisamment mature pour dire on passe à la vitesse supérieure et on implémente des gros projets. Est-ce que, donc pareil, on sait se dire aujourd'hui, dans 3 à 5 ans, qu'est-ce qu'on aimerait faire de nos données? Je reprends mon exemple du monde industriel. Si on fait un peu le cas extrême, admettons qu'on rachète une PME qui n'a aucune donnée à l'atelier, qui finalement fonctionne aujourd'hui quasi exclusivement à la main. Une possible étape, ce serait de se dire, dans 3 ans, j'ai un reporting automatisé, dans 5 ans, je sais m'en servir pour faire des prédictions sur l'état de mes machines, par exemple. Donc c'est aussi très important de se dire, aujourd'hui, j'en suis où? Donc première question. Deuxième, dans quelques années, ça peut être 2 ans également, où est-ce que j'ai envie d'être, de façon à déjà mesurer, on va dire, le chemin à parcourir, et après, on va essayer de saucissonner ce chemin. Question pareille, pas anodine, quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise? Puisqu'à nouveau, ce qu'on fait pour la donnée, c'est pas pour la beauté des datas, c'est pour soutenir l'objectif stratégique de la société. Donc, faisons aussi en sorte que, une fois qu'on s'est dit, nous, où est-ce qu'on voudrait être vis-à-vis de la data, est-ce que du coup, on est idéalement pile à l'endroit de là où voudrait se trouver la société? Est-ce qu'on est à côté? Dans ce cas-là, il faut éventuellement rapprocher à nouveau les deux stratégies, avoir un échange. Mais en tous les cas, ne perdons jamais le pôle Nord qui est quel est l'objectif stratégique du plan à moyen terme de notre société. Après, donc là, on rentre dans un sujet un peu plus opérationnel. Qu'est-ce qui fait mal aujourd'hui? Quels sont nos problèmes aujourd'hui qui sont suffisamment importants pour pouvoir influencer la stratégie? Donc, si on dit pour pouvoir influencer la stratégie, ça pourrait être c'est suffisamment critique pour qu'on le priorise avant de faire quoi que ce soit. Déjà, on attaque ce sujet qui nous occupe depuis des semaines, des mois, et qui est dur à traiter pour nous, qui peuvent être dans les grands classiques, on va retrouver la qualité, les erreurs récurrentes. Est-ce que l'accès aux données est facile et bien géré? Puisque l'accès facile, ce serait sans aucune sécurisation, en revanche très dangereux. Donc, il nous faut un système qui soit très 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 sécurisé, mais pourtant simple et souple d'utilisation. C'est souvent là l'écart qui est assez dur à réaliser. Est-ce que au fur et à mesure des années, on a créé des silos? En tous les cas, est-ce qu'il y a quelque chose, un obstacle suffisamment important, peut-être même plusieurs, qu'il faut qu'on arrive à enlever pour ne pas bloquer finalement notre démarche stratégique? Et donc, une fois qu'on a parlé donc des problèmes, des risques, quels sont également les utilisateurs de la donnée? Est-ce qu'on les connaît, on les connaît pas? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive déjà à adresser tout le monde ou est-ce qu'il y a peut-être encore morceaux de l'organisation qui finalement n'ont jamais été considérés et à qui on pourrait pourtant tendre la main et proposer de la valeur? Et dernière question qui va orienter vaguement notre stratégie, quels sont les besoins spécifiques des différents métiers? Ou donc là, pareil, le but, c'est pas nécessairement d'écouter tout le monde, mais est-ce que dans les besoins spécifiques, il y en a un qui est suffisamment stratégique et exotique, puisque là on revient aussi un peu à la question de l'outillage, hein. Est-ce que j'ai un besoin métier qui est suffisamment stratégique, qui me dit, bah en fait là je vais avoir besoin d'une technologie en particulier dédiée à ce besoin-là? Si oui, je l'inscris dans ma roadmap data, de façon à ce que, à défaut de le faire demain, je l'ai toujours à l'esprit et je sais qu'un jour ou un autre, il va falloir y dédier des ressources et adresser ce sujet. Très clair. Bah, merci beaucoup, Antoine. Et maintenant, si on peut revenir sur la partie cas d'usage, comment on les identifie, comment on les priorise, Mhm. quelle méthode pour tout ça? Alors, identifier les cas d'usage métier, ce sera crucial pour la réussite, puisque à nouveau, tout ce qui ne génère pas de valeur pour les métiers sera pas visible et considéré comme, je dirais pas nécessairement une dépense inutile, mais ce sera en tout cas dur à valoriser vis-à-vis de nos collègues. Et donc là, on a mis quelques exemples, j'ai envie de dire, classiques. Donc si on regarde dans les ressources humaines, gestion des carrières, recrutement, actuellement dans le recrutement, ce serait le tri des CV automatisé par l'IA, par exemple. Dans l'innovation, on va retrouver donc par exemple les nouveaux produits, la veille concurrentielle qu'on peut également automatiser de façon assez puissante aujourd'hui, ou encore dans l'optimisation des services, on pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on peut changer pour créer un parcours client plus agréable? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut automatiser pour réduire les délais de réponse? Quels sont les sujets justement qui vont nous permettre d'innover tout en offrant une valeur supplémentaire à nos clients?
Après, on a le volet opérationnel. Donc là, je reviens aussi aux sociétés jeunes qui en ont besoin à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut s'organiser de façon plus efficace, réduire les coûts là où on génère pas de valeur. Donc c'est tout ce qui est administratif, envoyer des colis. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas, et très souvent il y en a plein, est-ce qu'on ne peut pas gagner en efficacité, notamment en inscrivant différentes étapes clés de nos process dans la roadmap data de façon à les adresser et à être certain qu'ils soient adressés. Tout comme, vous le voyez à nouveau, la maintenance prédictive dans l'industrie, c'est quand même un levier assez intéressant pour faire des économies de taille. Après, on a encore la stratégie planification et gestion des risques. Donc là, on est sur des sujets un peu plus moyen-long terme. Donc, gestion des risques, pareil. Est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser aujourd'hui l'évaluation des risques crédits dans le but de, un, gagner du temps et deux, de gagner en efficacité, en justesse du résultat, puisque si je le fais moi aujourd'hui à la main, je suis évidemment un jour un peu fatigué, peut-être que j'ai raté quelque chose. Si en revanche, on arrive à définir un process qui le fasse tout le temps de la même manière, là, logiquement, on devrait avoir des résultats plus fiables et plus efficacement produits. Tout comme sur le volet stratégie planification, bah, en fait, en se dotant d'une plateforme data performante, est-ce que je pourrais pas déjà faire des scénarios différents pour me projeter, facilement ajuster quelques paramètres, avoir un nouveau résultat, me poser la bonne question de comment je dois me comporter pour influencer telle partie là de ma projection, ou encore est-ce que en utilisant toutes les données à ma disposition, je serais pas capable aussi d'identifier dans mon calcul de prix les endroits où éventuellement je perds de la marge. Tout bêtement dit, une fois qu'on a atteint une certaine taille, c'est vrai qu'on a très vite fait de zapper des étapes. Donc, également dans le volet stratégie planification, pas à négliger, avoir une stratégie data qui nous permet justement d'avoir un vivier et une exploitation optimale de nos données, ça nous permet aussi de soutenir beaucoup de réflexions stratégiques. Merci beaucoup Antoine. Sachant que ces cas d'usage, ils proviennent des métiers, mais en fait, elle est non exhaustive cette liste Mm, et qu'il faut vraiment avoir un alignement entre les différents départements pour détecter ces cas d'usage. tout à fait. Idéalement, c'est le fruit d'un échange entre les métiers, mais également entre les métiers et les équipes data slash Ouais, IT. c'est ça. Puisque très souvent, vous allez avoir le métier à l'origine qui va exprimer un besoin, une envie de faire quelque chose. En revanche, comme l'équipe data slash IT, ça dépend après des organisations, a une vision globale de tout ce qui existe, et on n'est jamais à l'abri qu'ils aient de bonnes idées aussi, et donc, idéalement, on arrive à créer un échange qui permet à chacun d'être force de proposition, de façon à justement identifier même le dernier des cas d'usage qui aurait peut-être été dur à trouver. Merci beaucoup. Euh, donc, au niveau des critères de sélection, bon, il y en a beaucoup qu'on a listé. Je pense que de toute façon, vous aurez la présentation après, je vous l'enverrai, hein. Tout à fait. Donc, on va pas tous les relire. Ça, je pense que ça ne représente pas un énorme intérêt. Mais ce qui est important, justement, c'est qu'à la fin, on essaye de mesurer l'intérêt métier ou l'intérêt business pour notre société. Et on essaye de le faire par plusieurs critères, sachant que on en a deux qui sont très présents, qui sont l'impact sur l'objectif, donc soit stratégique, soit organisationnel. Pareil, l'impact métier. Donc là, c'est surtout, est-ce que, un, c'est réutilisable, mais avant tout, est-ce que c'est un besoin urgent? Puisqu'à partir du moment où un besoin il est réel et il est urgent, ça veut dire aussi que toute journée qu'on l'adresse pas, bah, quelque part on perd de l'argent. Peut-être pas forcément directement, mais au moins indirectement, ça crée des frictions, des problèmes quelque part, et donc ça veut dire aussi qu'il faut l'adresser. En revanche, il reste un volet purement opérationnel qui est la faisabilité, qui est tout simplement la question, est-ce que, un, on a tout ce qu'il faut pour le faire, et si oui, on l'a très bien, si on l'a pas, combien ça nous coûte de nous doter de tout ce dont on a besoin pour le réaliser, et est-ce que on a mis bout à bout, une fois qu'on a mis bout à bout tous ces coûts, est-ce que on est toujours dans une situation où l'intérêt dépasse le coût ou pas? C'est ça la considération principale. Donc, je vous invite à jeter un œil à ce slide une fois que vous aurez la présentation pour ne pas trop rester dessus là tout de suite. Ouais. Et du coup, la partie priorisation et cartographie en 2 étapes, Antoine? Hmm, tout à fait. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est une méthode, celle qu'on utilise, qui est sans doute pas la seule ni la meilleure, mais au moins une qui fait ses preuves. Où donc en fait, l'étape 1 se lit comme le quadrant Gartner, donc j'ai envie d'être en haut à droite, où je suis dans un impact stratégique le plus élevé et un impact métier le plus élevé. Donc là, ça veut dire que non seulement je vais régler beaucoup de problèmes opérationnels en l'adressant, mais en plus, ça s'inscrit pleinement dans ma stratégie. Donc là, on serait quelque part sur quelque chose que la direction, le COMEX, aurait validé dans un plan stratégique et qui, accessoirement, nous aide aussi beaucoup sur le volet opérationnel.
À l'opposition du P0, donc en haut à droite, on trouve le P4 en bas à gauche, où j'ai un faible impact métier et un faible impact stratégique, où là, ça devrait logiquement donner soit sur un abandon, ou alors une réflexion à nouveau, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on adapte dans notre cas d'usage pour justement gagner plus d'impact métier et ou plus d'impact stratégique. Mais en tout cas, évaluer de façon honnête ces deux axes-là, ça nous permet déjà de trier entre ce qui est vraiment important et stratégique à faire, donc ce qu'on appelle les must-have, ou alors les cas plutôt, on va dire, P2, P3, qui seraient il faudrait ou ce serait sympa, où là, on pourra toujours se dire, on a l'environnement pour, actuellement, on a des ressources parce que les projets stratégiques sont traités, on a 2 mois devant nous, pourquoi pas le faire? En revanche, ce ne seraient pas des cas d'usage auxquels il faudrait dédier des ressources de façon explicite. Après, on a justement la deuxième étape qui finalement, on va dire, va nous ramener l'intérêt à la charge de travail. Donc ça rejoint ce que je disais avant vis-à-vis de la faisabilité. N'importe l'intérêt, si ça coûte trop cher, il faut sévèrement se poser la question si vraiment ça vaut la peine et ça vaut l'investissement. Sachant que là, la matrice se lit dans l'autre sens. Cette fois-ci, on a envie d'être en haut à gauche, donc avec un maximum d'intérêt et un minimum de charge de travail, puisque ce seront quelque part les cas d'usage qui vont me permettre de faire vraiment de l'impact et idéalement très rapidement. Donc, peu de charge de travail, ça ne veut pas dire peu cher, ça veut dire qu'on est dans une situation où c'est relativement celui qui a le moins de charge de travail. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fait en 2 jours, mais en tous les cas, ce sont des cas d'usage justement où on va avoir beaucoup d'impact avec une charge de travail raisonnable. Et donc maintenant, plus on s'approche du P4 en bas à droite, bah, plus on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire si j'ai peu d'intérêt mais beaucoup de charge de travail, bah là c'est peut-être pas nécessaire de le faire puisque justement j'ai un coût qui dépasse largement ce que ça m'apportera. Et on va retrouver à nouveau au milieu les cas must et should qui sont justement bah, des cas avec un intérêt suffisamment intéressant sous condition qu'on maîtrise nos ressources. Donc là à nouveau, une fois qu'on aura traité les P0, les P1, il sera le temps de se poser la question, est-ce que le P2, oui, on peut parce on est staffé pour, on a ce qu'il faut, ou alors est-ce que ça vaut vraiment la peine de dédier des ressources explicitement à ce cas d'usage? Très bien, merci beaucoup Antoine. Je voudrais revenir aussi sur la partie acteur dont tu parlais au tout début Mhm. de la session, parce que tu parlais d'acteurs donc qui vont construire la roadmap et d'autres qui vont l'opérationnaliser, d'autres qui vont faire les deux. Est-ce qu'on peut revenir sur cette liste d'acteurs? Avec plaisir. Donc, comme on est sur un sujet stratégique, donc évidemment, on va avoir besoin de décideurs. Après, ça dépend des sociétés de comment ça s'appelle. Très souvent, on dit le C-level, la direction générale. En tout cas, il va nous falloir des personnes qui ont la capacité de décider d'allouer des ressources ou non, accompagnées de idéalement sponsors métiers, de façon à bien allier les deux volets. Donc, d'un côté stratégie, de l'autre, par contre, dans mon métier, dans mon quotidien, quel est l'impact que pourra m'apporter tel ou tel projet. Après, on va retrouver donc ce qu'on appelle des rôles tactiques et la gestion de projet, puisque une fois que la roadmap a commencé à être créée, il faut encore à nouveau qu'on parle aussi de la faisabilité. Donc là, on va se doter justement, bah, idéalement, d'une équipe qui s'assure de la gouvernance. Donc c'est pas simplement la qualité, c'est aussi la sécurité, l'accès. Est-ce qu'on est bien conforme vis-à-vis de la loi avec ce qu'on essaye de mettre en place, puisque quelque part, il faut quand même pas oublier ce détail. On va se doter également de gens du métier, donc des product owners, des business analysts, qui vont justement aussi pouvoir nous guider sur est-ce qu'on est toujours dans une direction intérêt métier ou est-ce que doucement on est en train de quitter et de faire quelque chose qui ne les impactera pas directement. Tout comme on va se doter d'une équipe data qui mélange donc data steward pour guider nos collègues avec mine de rien une équipe infrastructure puisque tout projet data ne verra jamais le jour si on n'a pas une infrastructure sur laquelle on peut s'appuyer. Pour à la fin, arriver donc sur les acteurs opérationnels, un petit peu impliqués dans la création de la roadmap, mais surtout impliqués dans son exécution, sa réalisation, où là, il va nous falloir les différents profils du monde de la data, donc des scientists pour explorer, des engineers pour mettre à l'échelle, tout comme il va nous falloir aussi des utilisateurs métiers et une équipe qui veille à la sécurité, la conformité, de façon à, un, recéter ce qu'on produit, et deux, à nouveau, toujours être certain que ce que l'on produit reste en cohérence avec la loi. Et idéalement, sur l'ensemble des acteurs, on s'entoure également de partenaires et de conseils, de façon aussi à avoir une vision en dehors de ce qui se fait chez nous, puisque sinon on risque également de tomber dans un travers où on continue à faire comme on a toujours fait et on est peut-être tout simplement pas au courant de d'autres méthodes, d'autres façons de travailler qui peuvent exister.
Très bien, merci beaucoup Antoine. OK, et de façon très concrète, donc comment, quelles sont les étapes pour, définir, notre roadmap? Il y en a plusieurs, vous l'aurez deviné. Donc là, à nouveau, ce qu'on vous propose, c'est notre approche, hein, qui n'est sans doute pas la seule, mais en tout cas une qui a fait ses preuves. Donc là, dans un premier temps, on va commencer par essayer de cartographier en fait qu'est-ce qui existe. Donc si vous dites on n'a absolument rien niveau data, c'est facile, hein. Dans ce cas-là, cette étape, elle est très vite vue et il n'y a pas grand-chose à se dire, mais c'est très très rarement le cas. Donc le but, c'est justement de cartographier ce qui existe en termes de déjà données, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles. Est-ce qu'il y a des flux? Dans ce cas-là, on va essayer de les dresser. Quels sont aussi les acteurs qui interagissent sur tous ces process-là, de façon à comprendre en fait aujourd'hui qu'est-ce qui existe et comment est-ce que c'est utilisé. Deuxième étape, donc, avec tout ce qui existe, quelles seraient déjà les problématiques prioritaires et pourquoi pas en déduire déjà dans un premier temps des cas d'usage qui seraient tout de suite à mettre en œuvre pour justement pallier à des problématiques. Ou là, à nouveau, si vous avez quelqu'un qui vous dit ça fait 3 mois que je peine à faire ceci et ça me prend du temps, il faut déjà avoir l'oreille assez ouverte et se dire que ça vaut à minima la peine d'écouter pour après justement évaluer donc une fois qu'on a ces 3 à 5 cas d'usage à forte valeur ajoutée, on va également se poser la question, est-ce que on a l'ensemble des compétences des outils qui sont disponibles? Si oui, très bien. Et dans ce cas-là, on passe tout de suite à la phase d'évaluation du budget de mise en œuvre. En revanche, si on constate un écart entre ce dont on a besoin et ce qu'on a dans la maison, bah, c'est au plus tard là qu'il va falloir évaluer le coût de franchir la marche et de quoi est-ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est un nouvel outil? Est-ce que c'est des formations? Est-ce que c'est les deux? De façon aussi à bien se rendre compte, est-ce que avec le budget que je dois y consacrer et l'impact auquel je m'attends, est-ce que on n'y va pas? Donc on revient aussi à la question on revient à la question de la faisabilité. Et donc, une fois qu'on est clair sur on peut le faire et dans quel cadre, on va passer à la mise en œuvre. Donc là, le but, ce serait de lancer un pilote sur un cas d'usage qui serait prioritaire, donc suffisamment critique pour avoir de l'impact, mais peut-être pas au début le plus complexe de ce qui peut exister de façon à s'en servir aussi comme vitrine et template à la fois. Donc vitrine pour montrer à l'organisation justement qu'il y a un impact et que ça sert à quelque chose, mais aussi template, si on le fait correctement, on saura dupliquer l'approche de façon à d'un côté l'améliorer en continu, mais surtout adresser l'ensemble des use cases de la même manière, sous condition que ça ait bien fonctionné, tout en intégrant à nouveau le volet gouvernance. Et le tout va aboutir à la fin sur l'acculturation, la formation des équipes, puisque justement, bah, on va essayer de faire en sorte qu'ils utilisent au mieux ce qu'on aura produit, mais aussi qu'ils comprennent l'enjeu, l'impact de tous ces sujets data. Sachant que, idéalement, ceci est un process perpétuel, finalement, qui ne s'arrête jamais, puisque si on s'arrête, eh bien, on arrête aussi d'évoluer. Donc, typiquement, faire une analyse de l'existant, de le faire régulièrement, ça vous permet également de vous rendre compte, est-ce qu'on est en train de créer, en fait, des éléments dont on ne veut pas, si vous ne regardez jamais derrière vous ce qui a été créé récemment, vous allez le savoir le jour où ça crée un réel problème. Ouais, tout à fait. Merci Antoine. Hem, alors, hop, peut-être si, on peut revenir aussi sur un exemple de roadmap, sachant Mhm. que de ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a des roadmaps, en fait, on peut en créer comme on en veut, hein, que ce soit sur des sujets de qualité de données, sur, des cas d'usage précis. Là, donc, on a choisi, la partie gouvernance des données parce que c'est quelque chose qui est assez redondant, du côté de nos clients. Mais voilà, il y a plein de roadmaps qui existent, hein, et je Tout te à laisse fait, reprendre, Antoine. tout à fait. On peut faire la roadmap data, j'ai envie de dire globale, qui va nous mener sur les 5 ans à venir et qui englobe l'ensemble des sujets. En revanche, pour des sujets, j'ai envie de dire moins gros, ça peut toujours valoir la peine, mine de rien, d'y aller avec une démarche structurée, stratégique, de façon à être sûr de bien l'adresser. Donc là, si on prend le volet de la gouvernance, qui comprend donc globalement la qualité et la sécurisation des données, si on fait relativement simple, bah là, la roadmap qui a été définie, elle donne une première phase d'audit et diagnostic, où donc là, on en revient donc sur l'inventaire de ce qui existe, une cartographie des flux, de façon à justement déjà savoir de quoi est-ce qu'on parle, combien de morceaux de données est-ce qu'il existe, tout en faisant une évaluation de la qualité, mais par contre, dans ce cas-là, très macro, c'est-à-dire on prend des critères de cohérence, doublons, manque, qui sont relativement simples. On va pas tout de suite, dès le début, aller sur des questions très pointues métiers, puisque c'est pas encore, on n'est pas encore suffisamment solide à ce moment-là. Après,
On va rentrer dans une phase de priorisation, donc on a à nouveau la sélection des cas d'usage prioritaires, hein, donc ça reviendra tout le temps. Afin de pouvoir les réaliser une fois sélectionnés, il va nous falloir des responsables. Donc, on peut appeler ça des data stewards. Si un terme différent est mieux adapté, pourquoi pas. Et on va également définir des standards. Donc, ça veut dire, pour nous, dans le cadre de notre gouvernance des données, quel est le minimum qu'on attend pour chaque morceau de données que l'on traite quelque part au sein de l'entreprise. Une fois qu'on a donc, si on revient au début, cartographié ce qui existe, on a dit ce qu'on avait envie de faire à travers les cas d'usage, et on a dit qu'est-ce qu'on attend au minimum tout en nommant des responsables, il sera temps justement de lancer un POC. Donc, on va prendre l'un des cas d'usage prioritaires en exemple, de façon à justement déjà mettre à l'épreuve tout ce qu'on s'était dit avant. C'est-à-dire tout ce qu'on a imaginé, tout ce sur quoi on s'est projeté. On va le tester dans des conditions réelles à travers un POC et si ça fonctionne, ce qui est quand même très souvent le cas, on va passer justement du POC au déploiement, ce qui dans ce cas-là a donné sur une solution de data catalogage qui avait justement pour but de faciliter la surveillance et surtout la mise en place d'un vrai process de gouvernance de façon à justement petit à petit porter notre client dans ce cas-là vers une situation où idéalement la gouvernance est automatisée et fiable. Après, on a une dernière phase qui est certainement pas à négliger, qui consiste justement dans un premier temps de se poser la question est-ce que notre outil peut également servir à autre chose? Puisqu'on est quand même toujours dans une démarche où plus on arrive à réutiliser, plus on va réussir à rentabiliser le coût des projets. Il sera très important de former les équipes métiers IT, puisque si personne sait l'utiliser, ben, ça tombera à l'eau. Et on a également besoin de faire un suivi des KPI qu'on aura définis, qui sont très souvent l'adoption, la qualité, les gains de métier. Après, rien ne vous empêche d'imaginer des KPI propres à votre business également, qui ne seraient pas repris, on va dire, dans cette présentation quelque part classique. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et peut-être avant de passer à la partie questions-réponses, nous faire un petit retour d'expérience du coup Mhm. de toutes ces de ce projet en tant que tel, hein, de mise en place d'une feuille de route de stratégie de données. Tout à fait. Donc là, on a quand même quelques années d'activité autour du sujet. Donc, je me permets de partager mon retour qui n'engage que moi, qui n'est que le mien, mais qui est fondé, mine de rien, sur une expérience existantes. Ou donc là, moi, la première, ce serait aussi attention aux projets qui demandent une énorme coordination, surtout si vous êtes au début du voyage, parce que si vous n'êtes pas encore très rodé, il va être très très compliqué de faire tout en même temps, c'est-à-dire former les équipes, se coordonner, recruter. C'est parfaitement possible une fois que vous avez atteint un certain degré de maturité. Par contre, se lancer tout de suite dans un projet complexe, ça peut générer des retards et surtout des frustrations. Les cas d'usage qu'on a dépriorisés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont à supprimer ni à oublier. Donc, essayons de trouver une approche structurée qui permet de les archiver de façon à pouvoir revenir dessus si peut-être la situation est plus opportune. Ça peut être quelque chose à déprioriser aujourd'hui, mais dans 2 ans, par contre, la fondation ayant changé, pourquoi pas le faire? Après, donc pareil, prioriser toujours les cas d'usage simples avec un ROI rapide, même s'il est moindre, parce qu'à nouveau, ça permettra de montrer à tout le monde, toute partie prenante, surtout aussi à la partie prenante qui doit prendre la décision financière, qu'il y a des retours et qu'il y a des résultats et que ça ne met pas 3 ans à arriver. Donc ça aussi, c'est très important. Et pareil, un peu dans le même esprit, si on parle infrastructure, pensez toujours bien, si vous rajoutez un morceau, quel est son intérêt? À quoi est-ce que ça sert? Pourquoi est-ce qu'il faut quelque chose? Puisque une infrastructure optimale ne sert à rien si elle est à côté de ce dont on a besoin. Donc là, je m'adresse particulièrement aux équipes IT qui, de temps en temps, ont envie d'avoir l'infrastructure parfaite, mais ne perdez jamais d'esprit. Si personne ne sait quoi en faire, on a peut-être meilleur temps à investir l'argent ailleurs. Donc, pareil, la prise de décision. On est très souvent tenté de prendre des décisions sur le court terme parce qu'on a l'impression que ça va tout de suite régler quelque chose, on va pouvoir avancer. Il y a des situations, c'est indispensable. Par contre, si c'est une décision qui rentre dans une feuille de route stratégique avec un impact court terme, posez-vous bien la question si c'est vraiment ce que l'on a envie de faire, puisque le risque aussi, c'est de continuer à accumuler les verrues et de finalement ne jamais s'en défaire. Donc toujours, à défaut de dire il faut pas le faire, posez-vous bien la question à quoi ça sert. Et après, avant tout cas d'usage, et donc ça c'est pareil dans un esprit d'efficacité et de pouvoir avancer, avant de s'y mettre, évaluez toujours la qualité des données. N'arrivez pas devant un problème structurant de qualité au moment où il s'agira de calculer le KPI qui était le seul intérêt du projet. Donc, à défaut de le faire sur 100% des données en amont, prenez un exemple, si c'est qu'un seul client, si c'est qu'un seul produit, peu importe,
Prenez un exemple et vérifiez si la logique, elle tient réellement, et faites un maximum de vérification de qualité si possible, de façon à justement éviter d'arriver à la fin et de se rendre compte, ah, finalement, la fondation ne tiendra pas la maison qu'on a envie de construire dessus. Et dernier sujet, relativement peu importe ce que vous faites, fractionnez-le en morceaux de taille, on va dire, consommables, de façon à ce que justement vous ayez des livrables de façon régulière et avec des étapes très clairement définies, de façon à, un, ne pas se perdre, deux, plus vous saucissonnez vos démarches, si jamais ça part pas dans le bon sens, vous n'aurez pas engagé pendant 6, 9 mois un gros effort pour vous rendre compte que vous n'êtes pas sur la bonne route. Et ça vous permet aussi justement à chaque fois de mesurer est-ce qu'on est toujours dans une situation de rentabilité ou pas, de façon à, si jamais ça dévie, corriger les tirs avant d'avoir passé un an stoïquement sur un plan qui n'est pas revu. Très bien, merci beaucoup Antoine. Et avant peut-être de passer aux questions-réponses, un petit mot sur Limpida. Donc, on a un cabinet de conseil et d'intégration en data. On a une offre orientée donc sur la stratégie data. Vous en doutez, c'est pas pour rien non plus qu'on arrive à sortir ce genre de contenu. Hein. C'est qu'on a une vraie expertise sur ce domaine avec donc différentes offres, que ce soit de l'audit et du diagnostic Quali et Quanti. On a également mis en place 3 ateliers qui durent entre 2 et 4 semaines pour vous aider à définir un plan d'action avec des dates définies et des acteurs aussi associés. On est là aussi pour l'aide et au choix d'outils et à l'implémentation. Également pour l'automatisation de vos processus, que ce soit des processus de qualité de données, que ce soit des processus métiers. Enfin, voilà, c'est assez large. Et enfin, on a tout un volet aussi de formation et de sensibilisation avec différents ateliers et programmes, et notamment actuellement notre fresque de la data qui fonctionne plutôt bien auprès de nos clients pour initier une première acculturation sur certains projets. Et enfin, en termes de ressources, nos équipes dédient une partie de leur temps pour la rédaction de livres blancs, d'e-books, de grilles. Voilà, les formats sont assez variés. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site et à nous donner aussi vos retours, que ce soit positifs ou négatifs. On est toujours preneurs. C'est toujours intéressant d'échanger avec nos pairs sur ces sujets. Parce qu'on n'a pas la science infuse encore une fois. On partage nos expériences, mais les vôtres sont aussi les bienvenus. Donc voilà, j'en ai terminé. Antoine aussi, vous pouvez vous poser vos questions avec la petite main qui est juste en dessous. Il nous reste encore bien 5 minutes. Donc allez-y, on vous écoute. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Hein. Bon, je pense qu'Antoine, il n'y a pas de questions. On dirait, ouais. Donc, on va pouvoir clôturer. Je vous envoie la présentation en suivant ainsi que le replay dès que je l'ai. Et voilà, vous aurez ça courant de l'après-midi. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci à tous, très bonne journée, au revoir.